Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Nous sommes le 17 août 2022, les principaux titres de cette édition. La guerre burundo-burundaise en RDC, c'est ce que va provoquer le déploiement des militaires burundais dans ce pays. À suivre l'analyse de Colette Blackman au cours de cette édition. Des signes de troubles mentaux chez certains détenus de la prison centrale de Mimba. La plupart d'entre eux ont subi des tortures. Vous suivrez tout à l'heure les détails sur leur situation sanitaire. Problèmes financiers signalés à l'hôpital régional de Rumongue. Certains employés commettent des vols sans être inquiétés. Nous vous parlerons de la récente descente de la ministre de la Santé publique à cet hôpital. Et dans ce journal, nous allons également parler de la promesse du ministre de l'Agriculture de fournir aux agriculteurs l'engrais commandé lors de la dernière saison culturale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, l'envoi des militaires burundais sur le sol congolais ne fera que provoquer la guerre burundo-burundaise en République démocratique du Congo, selon Colette Blackman. L'enquêteur dans la région des Grands Lacs estime que la population congolaise sera parmi les premières victimes de ces combats. Suivez Colette Blackman. En fait, on lit bien les informations officielles. Ces troupes burundaises interviennent dans le cadre d'une opération conjointe de East African Community, donc la communauté est-africaine, et elles vont être là en même temps que des troupes venues du Kenya, d'Ouganda, du Rwanda. Mais seulement, ce qu'on constate, c'est que prennent position maintenant sur des terrains qui sont déjà parcourus par des groupes rebelles opposés au gouvernement Burundi, en l'occurrence les Red Tabara, et que les villes d'Imbonerakure, qui sont les milices au service du régime de Bujumbura, sont déjà présents dans la même région, donc du côté de la plaine de la Ruzizi. Et donc, beaucoup d'observateurs redoutent une sorte de guerre interburundaise en territoire congolais, à l'image de ce qui se passe déjà dans le Nord Kivu, avec les M23 et les FDLR et les mouvements divers d'origine rwandaise. Et donc tout se passe, à mon avis, comme si les pays voisins de la RDC sont en train de déplacer leurs troupes pour mener la guerre en territoire congolais et pas chez eux. Mais certainement parce que plus que jamais, les populations locales congolaises vont être prises entre deux feux. Ainsi, par exemple, les militaires burundais qui vont arriver du côté de la plaine de la Ruzizi sont des militaires Hutu de l'armée du Burundi. Mais ils vont s'installer dans une chefferie dont le chef est un Tutsi congolais. Donc purement Tutsi congolais sur la plaine de la Ruzizi. Et donc on peut évidemment craindre des frottements ou des accrochages d'ordre ethnique entre cette armée étrangère et les populations locales. Et c'est déjà ce qui se passe avec les Tutsis congolais Banyamulenge, avec les Imbonerakure, et donc la pétrolière congolaise risque de s'enflammer plus encore. Selon Colette Blackman, les intérêts économiques font partie des facteurs qui ont poussé le Burundi à envoyer ses militaires en RDC. À mon avis, mais c'est un jugement personnel, cet empressement pose des questions. Parce que ce qu'on constate quand même pour le moment, c'est que toutes les troupes qui interviennent en RDC le font aussi par intérêt personnel. Se servent sur les ressources du Congo, l'or, le lithium, le colombo-tantalite. Elles payent leurs opérations en favorisant le pillage et le transfert de ressources. Et parfois, je me demande si le Burundi, qui a été privé des ressources de l'or du Sud Kivu, qui se dirige maintenant par différentes filières, ne se dit pas, mais qu'il serait temps que lui aussi reprenne sa part, parce qu'il y a tout de même des gisements d'or assez importants dans le Sud Kivu, un or de très bonne qualité qui, autrefois, les gens qui se rappellent des années 90 se rappelleront qu'il y avait des raffineries d'or à proximité de l'aéroport de Bujumbura, et que donc là, le Burundi tirait profit de ces ressources
sources du Congo. Après, ça s'est déplacé et peut-être qu'ils se disent, le Burundi qui est en manque de devises étrangères, se dit peut-être qu'il est temps que lui aussi prenne sa part. Moi, je pense plutôt pour l'hypothèse autre, qui est que le Burundi, qui est un pays sous embargo, qui a des difficultés économiques, se dit que intervenir en RDC peut être économiquement aussi avantageux. Pour rappel, avant-hier, le Burundi a déployé plus de 600 militaires en République démocratique du Congo dans le cadre de l'opération Sokola 2. Sur le territoire congolais, il y avait déjà beaucoup de militaires burundais et des Imbonerakure partis à la recherche des rebelles du mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara. Au Burundi, 2 membres du parti CNL ont été sérieusement tabassés par les Imbonerakure en commune Gashoho de la province Muyinga. Les auteurs de ces tortures n'ont pas été inquiétés. Les détails avec Elvis Nyomungere. Les membres du parti CNL qui ont été tabassés et torturés par les Imbonerakure sont Jean Sabira et Léopold Valera. Ils sont tous originaires de la commune Muruta, zone commune Gashoho de la province Muyinga. Selon nos sources à Gashoho, samedi dernier, un groupe de Imbonerakure dirigé par Ernest Tshishatse, surnommé Petit, et en même temps responsable des Imbonerakure en commune Gashoho, Prudence Franzima, responsable des Imbonerakure en zone Gisanze, et Rugerinyange, président du parti CNDD-FDD sur la commune Muruta, et d'autres Imbonerakure ont arrêté Jean Sabira et Léopold Valera. Les deux étaient dans la permanence du parti CNL au niveau de la zone Gisanze en commune Gashoho. Toujours selon nos sources à Gashoho, ces 2 membres du parti CNL ont été transportés sur une moto jusqu'à la permanence du parti CNDD-FDD au niveau de la commune. Puis, comme l'indiquent les sources sur place, ces 2 personnes se sont fait tabasser sérieusement. Jean Sabira s'est fait casser le bras, tandis que Léopold Valera a eu des coups au niveau de tout son corps et est pour le moment dans un état critique. Les 2 se sont fait soigner d'abord à l'hôpital de Muyange en commune Gashoho, puis pour être par après transférés à l'hôpital de Muyinga. Les auteurs de ces tortures restent toujours libres. Les membres du parti CNL en commune Gashoho indiquent que ce n'est pas la première fois qu'ils soient victimes de menaces, voire de tortures de la part des Imbonerakure. Ils demandent que les auteurs soient traduits en justice. Nous n'avons pas pu joindre Ernest Tshishatse, alias Petit, responsable des Imbonerakure en commune Gashoho, et Paousia Kabatesi, administrateur de la commune Gashoho. Je vous le disais également dans les titres, certains détenus de la prison centrale de Mpimba présentent des signes de troubles mentaux. La plupart d'entre eux sont des détenus qui ont subi des tortures et ceux injustement incarcérés. Les familles de ces détenus demandent au président de la République de les gracier. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Ces détenus en question sont au nombre de 112, dont 42 ont un âge très avancé. Selon les informations en provenance de la prison centrale de Mpimba, où ils sont incarcérés, ces derniers présentaient déjà des signes de troubles psychiques dès leur arrivée. Une de nos sources proches de cette prison carcérale nous parle de ce dont il a été témoin. On a essayé de parler avec eux pour mieux les aider à mieux accepter leur sort. Ce que l'on a pu remarquer, c'est que certains d'entre eux semblaient avoir encore leurs esprits, même si leur santé mentale a vite décliné. Les autres sont arrivés ici en provenance de la documentation où ils avaient subi des tortures. Ceux-là étaient déjà mentalement atteints à leur arrivée. L'autre catégorie de personnes est constituée par des gens injustement incarcérés. Par exemple, quelqu'un qui va réclamer son salaire à son employeur et au lieu d'obtenir son dû, se voit accusé de viol à cause des juges corrompus. Et quand on est ici pour viol, on écope directement d'une peine de 35 ans sans aucun sursis possible. Vous comprendrez alors qu'il est normal de déprimer dans ces conditions. Pour le moment, poursuit notre source, faute de suivi médical, ces détenus sont exposés à plusieurs maladies vu qu'ils se nourrissent des restes trouvés dans des poubelles de la place.
Ces gens qui ont des troubles mentaux sont nombreux dans cette prison de Mhimba. Pourtant, ils ne bénéficient d'aucune assistance médicale adéquate. Comme conséquence, lorsqu'ils ont faim, ils vont directement fouiller les poubelles à la recherche de la pâte ou des haricots jetés. C'est vraiment malheureux et ça nous fait mal au cœur. Plus grave encore, souligne notre source, c'est qu'ils dorment à la belle étoile, même pendant la saison des pluies. Ces gens restent sous la pluie car ils ne sentent pas le besoin d'aller se couvrir comme le font les autres détenus. C'est vraiment regrettable. Alerter leurs proches, de même que les défenseurs des droits de l'homme, demandent à ce que cette catégorie de personnes puisse bénéficier de la grâce présidentielle afin d'aller faire soigner ce handicap leur causé par les agents de l'État. La loi qui va régir les sociétés de recrutement qui vont envoyer des employés burundais travailler dans des pays du Golfe était nécessaire, mais regorge de nombreuses lacunes. Propos de maître Dieudonné Vachirahishize, ce défenseur des droits de la personne humaine, précise que ces lacunes démontrent que le gouvernement burundais a juste misé sur l'argent qu'il va gagner sur chaque travailleur. Il s'est imposé en effet qu'il y ait une réglementation qui puisse réguler et faire un suivi de ces travailleurs burundais qui étaient souvent objets à une sorte d'esclavage moderne et à des travaux forcés. Seulement, lorsque maintenant on se penche sur le contenu de cette ordonnance ministérielle, on se rend compte que l'État du Burundi, plutôt que de penser à aider ces chômeurs qui essayent de trouver du travail ailleurs, le Burundi semble miser sur la surexploitation des petits revenus que ces travailleurs vont avoir. Ceci semble montrer que le chômeur burundais, en attente d'un travail, ne sera pas facilement éligible pour être aidé par l'agence, parce que l'agence demandera certainement beaucoup d'argent. Tous ces investissements seront payés par les chômeurs burundais qui aimeraient aller travailler dans ces pays. On dit par exemple que pour déposer un dossier au niveau du ministère des Relations extérieures, il faudra amener le dossier avec une somme de 100 000 francs qui devra nécessairement être déboursée par le chômeur intéressé à trouver le travail. Et tous ces frais qui auront été déboursés par l'investisseur seront d'une certaine manière couverts par les clients de l'agence. Ce juriste dit également que le contenu de cette loi ne se réfère pas en totalité aux lois internationales qui régissent le travail. Si les propos du ministre de l'Intérieur sont confirmés, comme cela a été dit sur les antennes de votre radio, si on prévoit que pour payer les travailleurs, il faudra que leur salaire transite sur un compte ouvert à la BRB, cela supposerait que le contrat du travail qui va être signé par ces travailleurs dans les pays où ils vont rester ne serait plus un contrat qui lie deux individus, mais il y aurait un troisième acteur, en l'occurrence l'État, qui recevrait des salaires en place et lieu du travailleur, quitte à ce que le travailleur revienne demander son salaire à l'État du Burundi, ce qui serait contraire à la définition même du contrat du travail qui est donné par l'Organisation internationale du travail. Donc, dans d'autres pays, ce genre d'agences sont réglementées certes par l'État, mais organisées aussi par l'administration publique. L'État donc ne devrait pas spéculer outre mesure sur ces petits revenus de ces travailleurs, mais devrait plutôt les aider à quitter cette précarité, à quitter cette misère et à sauvegarder de chercher des bénéfices outrancières sur ces petits montants. Dans un instant, nous allons parler de la carence de l'eau potable en mairie de Bujumbura.
Il y a des grognes au sein de la population des différents quartiers de la ville de Bujumbura suite au manque de l'eau potable. Certains citadins disent qu'ils peuvent passer toute une semaine sans qu'aucune goutte d'eau ne coule dans leur robinet. Les détails avec Inès Gakiza. Certains habitants des différents quartiers de la ville de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA disent qu'ils passent actuellement plusieurs jours sans être servis en eau potable. Le peu de fois qu'ils le sont, ils reçoivent de l'eau très sale, comme le témoigne celui-ci. Nous passons 4 ou 5 jours sans voir même une goutte d'eau couler dans nos robinets à Musaga et à Kanyosh. Normalement, à Gafekewuye, il n'y avait pas ce problème, mais la semaine dernière, ils ont passé 4 jours sans eau. Si on donne l'eau, c'est juste pour 30 minutes seulement, et cette eau est très sale. Cette population craint donc d'attraper des maladies causées par l'eau sale et n'utilise plus cette eau pour la préparation de la nourriture et pense que ce sont des tuyaux qui acheminent cette eau qui sont défectueux. L'eau qui chemine dans ces tuyaux est très sale. On ne l'utilise pas pour préparer la nourriture. On l'utilise pour se laver seulement. Des fois, l'eau paraît propre, mais avec de petits streaks noirs. Nous ne savons pas si ce sont des tuyaux usés. On nous dit qu'ils sont en train de changer ces tuyaux. Actuellement, les habitants de ces quartiers de la ville de Bujumbura sont obligés de bouillir l'eau avant de l'utiliser. Nous faisons bouillir cette eau au moins 2 fois. Elle est très stable. Je ne sais pas s'ils n'ont pris les produits de purification. Nous ne savons pas ce qui se passe à la régie des eaux. Cette population des quartiers Musaga, Kanyosha et Gasekewuye demande à la régie des eaux de trouver la solution à ce problème pour qu'elle ne soit pas contaminée par des maladies causées par l'eau sale. La rédaction de la RPA a contacté Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux. Son téléphone a sonné sans que personne ne décroche. Puisque nous parlons d'eau potable, il s'observe une amélioration de la salubrité et de l'assainissement dans le secteur Nyagatovu-Matiazo en commune Vugizo. Nous sommes dans la province Makamba. C'est après l'adduction d'eau potable et l'installation des tanks permettant de récupérer l'eau de pluie. Ces installations faites par la Croix-Rouge espagnole profitent énormément aux filles et aux femmes. Eric Nyonzima. La colline Nyagatovu-Matiazo est une des collines de la commune Vugizo en province de Makamba et a bénéficié de l'eau potable. Des systèmes d'adduction ont été réhabilités ou alors de nouvelles installations ont été implantées. En plus de l'eau de robinet, certaines écoles de cette colline ont bénéficié des tanks permettant de retenir et de conserver l'eau de pluie. Pour cet élève, cela leur permet de faire leurs propriétés et ainsi éviter de nombreuses maladies. Lorsque nous revenons de la maison, on se lave les mains avant d'entrer en classe. On se lave les mains également lorsque nous revenons des toilettes. Cela nous permet de nous protéger contre de nombreuses maladies. Pour les ménages, c'est également la joie. L'addiction en eau potable sur cette colline a leur facilité la vie. Pour ce parent, par exemple, ça a diminué les retards des enfants à l'école. Les enfants devaient se réveiller plus tôt pour faire des distances à la recherche d'eau potable, ce qui leur occasionnait des retards à l'école. Mais aujourd'hui, c'est fini les retards. Nous nous réjouissons d'avoir eu de l'eau tout proche de nos ménages. L'addiction de l'eau potable sur la colline Nyagatovu-Matiazo élève de l'ONG Croix-Rouge espagnole via le projet Tuberneza. Le financement vient de l'Union européenne. Parlons agriculture à présent. Le ministre de l'Agriculture, Deogui Derurema, tranquillise les agriculteurs que l'engrais FOMI commandé lors de la dernière saison culturelle B leur sera servi dans les plus brefs délais. C'est du moins ce que l'on peut lire sur le compte Twitter de ce ministère. Selon ce tweet du 16 août, le ministre Deogui Derurema a fait cette promesse lors de son entretien avec la population de la commune Gishubi en province Gitega. Pour remédier à tout manquement, déclare le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, un comité collinaire sera mis en place, un comité qui sera composé par des membres du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Intérieur. Le comité aura pour mission de maîtriser les commandes de la population et de s'assurer de leur acheminement à destination. Le ministre Deogui Derurema a indiqué aux agriculteurs que son numéro de téléphone
téléphone est ouvert pour toute préoccupation. Et l'hôpital régional de Rumongue fait face aux problèmes financiers dus au vol commis par certains membres de son personnel lors de la descente de la ministre de la Santé à cet hôpital hier. Le directeur provincial a déploré que les responsables de ce dysfonctionnement ne s'inquiètent même pas devant la justice. Onésime Dushimagize nous en dit plus. Au cours de cette réunion, la question de malversation des cas de vol et de tournement des fonds du site sanitaire de Rumongue a occupé une place de choix. Ces phénomènes font parler non seulement à l'hôpital provincial, mais aussi au sein de certains centres de santé. Selon le directeur du district sanitaire de Rumongue, Jean-Claude Ndikumasabo dit que les détournements qui se font visent généralement les médicaments, le carburant ainsi que d'autres biens appartenant à ces structures sanitaires. Pour lui donc, il est déplorable que ceux dont les dossiers ont été soumis à la justice, cette dernière n'a pas encore statué sur ces cas 3 mois après. À cette période, plus de 70 millions de francs burundais avaient été retirés sur le compte de l'hôpital de Rumongue pour des fins non connues par le directeur de l'hôpital ainsi que le directeur administratif et financier. La ministre de la Santé publique, Sylvie Nzeyimana, demande à la justice de faire son travail. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition. Le responsable du camp de Nyarugusu a pris hier la mesure interdisant la circulation des vélos et des motos dans ce camp. Les Burundais de ce camp s'insurgent contre ces mesures contraignantes qui s'ajoutent aux autres prises auparavant. Ils demandent à la communauté internationale d'intervenir. Plus de détails avec Dani Claire et la Trumva. Dans un communiqué de ce mardi, le responsable du camp de Nyarugusu, Siesa Machenji, a interdit l'usage des vélos et motos dans ce camp. Un délai de 7 jours à partir de ce mardi a été donné à ceux qui les possèdent pour s'en débarrasser. Une autre mesure prise par ce responsable est l'interdiction de sortir du camp pour se rendre dans les marchés de Nyarugusu, Makere et Nyamiduha. Il sera exigé un billet de sortie pour tous réfugiés qui voudraient sortir du camp. Les réfugiés burundais de ce camp font savoir qu'ils ne savent pas comment ils vont continuer à survivre. Ils disent que ces vélos les aidaient beaucoup pour le transport du charbon, un produit qui n'est plus distribué aux réfugiés. Les vélos et les motos, les réfugiés indiquent qu'ils s'en servaient également pour amener des malades dans des structures sanitaires, comme en témoigne cette mère réfugiée. Pour nous, les femmes, c'est un embargo difficile. Nous demandons qu'il faut des pour nous pour que ces vélos soient encore utilisés. Nous utilisions ces vélos pour aller chercher du bois et mener la ration de nos enfants. Pour moi, en tant que femme, j'utilisais un vélo. Je partais à l'extérieur du camp et ramenais du bois de chauffage. C'est vraiment difficile de supporter cette mesure. Pour emmener un malade à l'hôpital, on utilisait ces vélos. Maintenant, on ne sait plus à quel sens se vouer. Les réfugiés font savoir aussi que la mesure les interdisant de sortir du camp sans permission est une mesure draconienne. Selon leur dire, tous les marchés de l'intérieur du camp ont été fermés, comme l'indique cette mère. On se cachait pour se rendre au marché maintenant. Ils ont dit que personne n'est permis de traverser la rivière, qui même jusqu'à ce marché, on ne pourra plus acheter des oignons ou tomates. Hier, ils ont même interdit que le riz soit amené dans le camp. Ils ont dit qu'un réfugié n'a pas droit à manger du riz. Personne n'est autorisé de vendre du riz au camp. La ration qu'ils nous donnent n'est pas suffisante, mais ils ont dit qu'un réfugié ne mange pas du riz. Ça, on peut essayer de supporter, mais qu'ils laissent au moins le droit d'utiliser les vélos. Ces réfugiés burundais demandent à la communauté internationale et l'OACR à contraindre la Tanzanie à respecter leurs droits. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 17 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.